En quête de vieux documents, je suis tombée sur des photos prises il y a une trentaine d'années à l'occasion d'un anniversaire où la famille de mon mari et la mienne, se bornant à ma mère, étaient réunis. Parents et beaux-parents, âgés alors de 60 à 70 ans, esquissaient le même sourire vague et sans joie, tête baissée, regard éteint. C'était si frappant que je ne pouvais pas ne pas le remarquer à l'époque. Mais j'étais jeune encore, et les questions dérangeantes qui m'étaient venues à l'esprit avaient vite été occultées par d'autres préoccupations. Maintenant que j'ai atteint cet âge dit respectable, vénérable ou avancé, je découvre à mon tour l'épreuve du vieillissement. C'est une telle dévastation à tous les niveaux que si la conscience en existait quand cet ultime passage obligé semble encore loin, personne ne souhaiterait mourir le plus tard possible. Et pourtant, dans leur grande majorité, les personnes âgées ont rarement envie de mourir, à moins d'être diminuées ou malades à un degré insupportable. Elles arrivent même à entretenir l'espoir utopique de mieux se porter et à oublier en partie l'imminence effrayante de la fin du tragique sursis de leur brève existence terrestre. Vieillir, c'est subir la déchéance d'un corps qui, en même temps qu'il fonctionne de moins en moins bien, s'abîme, se déforme, se dénature de plus en plus. Non seulement on ne le reconnaît plus, non seulement ces dysfonctionnements rendent le quotidien difficile, mais la honte, parfois même le dégoût qu'ils vous inspirent, provoquent une réticence presque insurmontable à consulter dentistes et médecins, le gynécologue et le dentiste en premier lieu, quand il le faudrait pourtant. Ces changements éprouvants contribuent à réduire la vie relationnelle. L'augmentation du nombre des années va de pair avec la raréfaction progressive des coups de fil et des mails. La retraite, qui implique l'absence d'activité et de perspectives excitantes à communiquer, y est pour beaucoup, ainsi que le décès ou l'exil géographique de nombreux collègues ou amis. Ceux qui restent s'intéressent moins à vous, de même que l'on s'intéresse moins à eux. On se connaît trop, et l'affection ne suffit pas toujours à surmonter l'agacement provoqué d'un côté comme de l'autre par une inévitable prévisibilité. Sans parler du miroir attristant de la déchéance accélérée que l'on se tend les uns aux autres. Comment la sociabilité ne serait-elle pas en chute libre dès lors que la dégradation du corps et une fatigabilité grandissante, quand ce n'est pas la progression d'une pathologie, ralentissent, handicapent, infériorisent, incitant à appréhender toute sortie au point de préférer rester confiné chez soi. Quand on est jeune, on n'imagine pas les difficultés motrices du troisième âge, susceptibles de rendre cauchemardesques les montées et descentes d'escalier, ni les désordres digestifs. Quand ils ne vous isolent pas totalement, ils impliquent des régimes draconiens, pénibles à respecter et impossibles à imposer à des hôtes éventuels. Les facultés mentales ne sont pas en reste. Force est de constater que leur altération progressive favorise aussi l'isolement. La mémoire du passé récent flanche. On se rappelle difficilement les noms ou les détails importants de faits divers ou d'histoires que l'on aimerait rapporter pour éveiller si peu que ce soit l'intérêt d'un entourage qui ne vous prête plus guère attention. Tout cela amène à appauvrir la conversation et à radoter malgré soi. La baisse de l'audition n'arrange rien, et les vieilles personnes n'ignorent pas que les restrictions de plus en plus grandes imposées par leurs conditions les rendent pesantes pour autrui. Même les enfants, qui ont atteint l'âge où leur vie privée et professionnelle bat son plein, manquent de temps pour voir leurs vieux parents ou leur téléphoner, lesquels préfèrent au fond qu'il en soit ainsi. Dans l'intérêt des enfants d'abord, car les parents âgés ont une conscience relative d'être devenus une agaçante caricature d'eux-mêmes. Leurs réflexes conditionnés se sont rigidifiés et les empêchent de traiter leurs rejetons chéris comme les adultes mûrs qu'ils sont désormais, alors que ceux-ci ne supportent plus que l'on s'adresse à eux comme à des gamins, ni que l'on persiste à trembler en permanence à leur sujet, comme s'ils étaient irresponsables ou inconscients, entre autres quand ils prennent la route un soir de festivité trop arrosé, ou ont des tâches plus importantes et difficiles que d'habitude à assumer. À la suite de la naissance de notre fils, il y a des décennies de cela,
Mon mari avait tenu à ce que ses parents passent leurs vacances d'été avec nous. Je ne le réalisais pas à l'époque, mais cela devait autant leur faire plaisir que les angoisser. Quoi de plus difficile, je le découvre à mes dépens aujourd'hui, surtout quand on est malade, ma belle-mère souffrait d'emphysème, que de se trouver loin de chez soi et de ses médecins, à la merci du moindre malaise, dans une maison isolée, chez une belle fille si débordée par les tâches domestiques que l'on ne voudrait pour rien au monde l'accabler davantage, mais qui n'a aucune idée de l'inconfort d'une dépendance totale vis-à-vis de ses services, horaires, menus, humeur. Une fois son fils parti vivre sa vie, sa mère décédée et son père seul, mon mari faisait parfois durer l'apéritif jusqu'à 16 heures. Je revois son vieux père assis sur la terrasse et se tournant inlassablement les pouces, en attendant sans mot dire que son fils, qu'il voyait peu à Paris et avec lequel il tenait mordicus à déjeuner, daigne enfin passer à table. Les grands enfants savent bien que leur père et leur mère ne sont pas éternels.